Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous revenons sur la décision d'organiser les Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises face aux urgences climatiques, sociales et politiques. Une conférence débat avec Fiona Mill, présidente de Mountain Wilderness France, proposée et animée par Dorian Guinard, maître de conférence à Sciences Po Grenoble UGA. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonsoir tout le monde, nous sommes très heureux, Fiona et moi, de voir qu'il y a autant de monde, parce qu'au départ, bref, très bien qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, bienvenue. On va faire une conférence, surtout Fiona qui va faire une conférence sur évidemment la pertinence des Jeux Olympiques et puis plus globalement sur les transitions. Et moi j'interviendrai, si je dois intervenir, je pense peut-être à la fin, pour donner une dimension un petit peu juridique à tout ça, en sachant que finalement on se connaît très bien, que c'est pas du tout la première fois qu'on fait une conférence ensemble, et que on a des approches qui peuvent se compléter à la fois sur l'aménagement, les politiques publiques, l'économie et le droit. Mais aujourd'hui c'est moi qui parle quand même très très peu et c'est là qui va faire l'essentiel de la chose. Et j'aimerais introduire, et je vais après me taire, par ces quelques mots que j'ai lus tout à l'heure dans une tribune que Fiona a publiée dans La Croix, c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Ouais, hier. Hier, ouais. Sur les imaginaires qu'il y a en montagne, sur la capacité que nous avons ou que nous devons avoir de nous réinventer par rapport aux activités en montagne. Et il n'y a pas que l'or blanc, toujours l'or blanc, toujours l'or blanc. Et cette idée que la montagne regorge un certain nombre de ressources qu'il faut aussi mettre en lumière, ce qui croise un certain nombre aujourd'hui de contentieux qu'il y a en montagne sur les transitions qui se font ou qui ne se font pas. Et tout l'enjeu est d'arriver à réinventer nos activités sur des temps qui sont des temps de 3 saisons, plus rarement de 4 saisons. Et donc ce qui est important, c'est que ces transitions sont multidimensionnelles et à la fois les politiques publiques, l'économie et le droit se mêlent avec parfois une actualité qui n'est pas sans une certaine violence, à la fois dans les propos et dans les comportements, mais je pense qu'on pourra en rediscuter à la fin de la conférence. Et sur ce, je te laisse la parole. Super, merci Dorian. Je pense que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça me fait chaud au cœur parce que j'étais malade toute la nuit, toute la matinée, et je me suis dit, je vais essayer de me reposer en espérant qu'il y ait du monde cet après-midi pour assurer la conférence, et il y a du monde, donc merci beaucoup, et ça montre aussi tout l'intérêt sur les sujets montagne, donc c'est bien de vous voir si nombreux, et c'est vrai que l'an dernier on avait fait déjà une conférence avec Dorian sur le glacier de la Girose et tous les enjeux de protection des glaciers, la question des aménagements. Donc là, ça fait une petite suite entre les questions d'aménagement et plus largement la question de la transition, des transitions des territoires de montagne. Donc en quelques mots, moi je m'appelle Fiona, donc je suis bénévole et présidente de l'association Mountain Wilderness France. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est une association qui a été créée à la fin des années 80. À l'origine par des alpinistes de différents pays, à la fois Pakistan, Angleterre, Italie, France, Allemagne, Suisse, Amérique latine, pour protéger la haute montagne. En se disant, mais déjà à la fin des années 80, ces alpinistes ils disaient on a la chance en fait de vivre ces expériences de haute montagne, on se rend bien compte aussi de la fragilité de ces milieux, et on se rend bien compte aussi des potentiels impacts des activités humaines dans nos vallées, et on sait qu'il faut protéger ces territoires de haute montagne. Aujourd'hui, Mountain Wilderness France, et même au niveau international, on a beaucoup évolué. Bien évidemment, on continue à préserver la haute montagne, mais on travaille vraiment sur l'ensemble des territoires de montagne, en se disant à la fois comment on fait pour protéger ces territoires naturels d'exception. Il faut savoir quand même que les montagnes, elles abritent 85% de la biodiversité terrestre. Donc, en plus d'être des territoires magnifiques, ils ont un rôle écologique qui est juste énorme. Et puis on parlera aussi peut-être des questions autour de l'eau et bref du rôle essentiel que ces territoires de montagne ont dans nos vies. Mais il ne s'agit pas juste de protéger ces écosystèmes naturels et j'ai envie de dire de continuer nos vies dans un mode de consommation, de loisirs et de dégradation. L'enjeu, c'est bien de trouver un équilibre. Donc trouver un équilibre sur comment on protège au mieux ces écosystèmes naturels et comment les territoires de montagne continuent à être des territoires de vie,
de vie sauvage bien sûr, mais aussi de vie humaine, mais aussi des territoires qui puissent être traversés, parce qu'on le sait, les montagnes elles sont belles, on a envie d'y aller, que ce soit en tant que pratiquant, visiteur, touriste, et c'est cette question d'équilibre qui est véritablement difficile, parce que ça va être le cœur de notre sujet avec les questions de transition des territoires de montagne, penser la vie à l'année demain en montagne, penser un autre modèle économique, penser un autre modèle touristique, dans le respect des limites planétaires, mais aussi dans le respect de ces écosystèmes naturels, et ça c'est vraiment le rôle de notre association. Du coup, on existe depuis 35 ans, notre siège est à Grenoble, donc on a 9 salariés qui sont basés à la Maison de la Nature et de l'Environnement de Grenoble, mais on est une association qui travaille à l'échelle nationale sur tous les massifs, et donc on a un peu plus de 1800 adhérents et des bénévoles actifs sur le terrain. On va travailler sur 3 champs d'action. Vous l'avez compris, la défense des espaces naturels de montagne. Donc pour cela, à la fois, on va encourager la préservation de milieux naturels. Nous, actuellement, on travaille beaucoup sur la protection des écosystèmes glaciaires. On siège dans de nombreuses instances, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, etc. etc. Défendre ces espaces naturels de montagne, c'est aussi éviter toutes les activités qui peuvent impacter directement ces milieux. On peut penser par exemple à des loisirs motorisés qui vont venir dégrader le milieu, à des aménagements qui vont venir impacter le milieu naturel, à toutes sortes de pollution qui vont venir impacter le milieu montagnard. On va aussi avoir un deuxième volet d'action qui est d'encourager les pratiques respectueuses. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces montagnes, elles sont traversées parce qu'elles sont belles, parce qu'on a envie d'y aller, mais comment on y va avec le plus de respect possible, j'ai envie de dire. Et donc les pratiques respectueuses, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois quand on a une pratique sportive de la montagne, on passe du trail, du ski, du vélo, comment à la fois on pratique son activité, mais dans le respect de ce milieu naturel qui est beau, mais surtout très fragile. On travaille aussi sur la question de la mobilité, parce que vous le savez, la mobilité, c'est un gros enjeu en montagne, gros facteur d'émissions de gaz à effet de serre, et on a du mal à s'en passer. Je vous mets au défi de faire toutes vos sorties montagne sans voiture, c'est pas simple. Donc nous, on travaille sur le sujet depuis une quinzaine d'années avec une campagne qui s'appelle « Changer d'approche », pour montrer que oui, c'est possible d'aller en montagne en mobilité douce, que c'est pas facile, mais c'est peut-être une aventure en soi, et qu'en ça peut être très intéressant. Et enfin, le troisième volet, qui va être celui dont on va parler le plus aujourd'hui, c'est la question de l'amplification de la transition des territoires. La transition, c'est un grand mot. Moi, je vais essayer de le résumer en disant que la transition, c'est de partir d'un point A, cette situation dans laquelle on vit aujourd'hui, qui on le sait n'est plus tenable, n'est plus viable, n'est plus vivable, à la fois parce qu'on est en train de faire exploser les limites planétaires, et puis aussi parce que socialement on se rend compte que nos modes de vie en plus ils ne rendent même pas heureux, pour aller vers un point B, et ce point B c'est justement trouver un équilibre de vie où on respecte ces fameuses limites planétaires, où on respecte les écosystèmes naturels, et puis où on essaie quand même de continuer de bien vivre et d'assurer nos besoins fondamentaux. Et cette transition, qui est quand même finalement un mot qu'on voit partout, elle est très difficile à enclencher parce qu'elle va impliquer des renoncements, des changements de perspective, des changements dans les actes, et c'est ça qui fait à la fois toute la difficulté et la complexité du sujet. Donc on va vraiment essayer de questionner cette transition des territoires avec un regard qui est un peu à 360 au regard des défis qui sont passés à nous. Mais du coup, pour démarrer, j'aimerais plutôt vous poser une question. C'est si je vous dis montagne, à quoi vous pensez-vous ? Rapidement, des mots-clés. À rien. À la neige, ok. Au grand air. Ouais. Au froid. Au froid. Liberté. À la liberté. Est-ce qu'elle nous procure la montagne ? Faune, j'ai entendu faune et sauvage, ouais. Ah, vous êtes vraiment montagne wilderness, vous, hein. C'est très sauvage le rapport à la montagne. Ça parle, mais... L'aventure. L'aventure, ok. La pente, les paysages. Ok, très bien. En effet, la montagne, alors vous l'avez beaucoup exprimé à travers le caractère sauvage. C'est une montagne qui à la fois est riche, elle est plurielle.
ça va être en effet un territoire sauvage, on l'a dit, avec la faune, avec les écosystèmes, avec des habitats, des territoires où on n'est pas les seuls habitants. Mais c'est aussi des territoires de vie. On peut penser, ça vous l'avez pas cité, à la sylviculture, au pastoralisme, au fait qu'il y ait des habitants qui vivent dans ces territoires de montagne. Et puis c'est aussi une montagne qui est visitée, pratiquée. On peut penser bien évidemment au ski, on a évoqué la neige, on pourrait en parler du ski. On peut penser aussi aux grandes randonnées, aux parcs nationaux, au sport, au trail, etc. Donc la montagne, c'est toute cette diversité, c'est toute la diversité entre la Meige et le Cantal, la montagne. C'est aussi toute une diversité de massifs, une diversité de territoires, une diversité de terroirs. Et pourtant, si je vous parle de transition en montagne, vous allez penser à quoi? Station de ski, ouais. Clairement. En fait, si on tape transition des territoires de montagne sur Internet, on va tomber sur ces articles. Donc là, je vous ai mis des petits extraits. Les extraits, c'est le Dauphiné libéré l'an dernier, qui titrait « Il y a encore moins de neige qu'à Noël. Dans le Vercors, touristes et stations de ski forcés à s'adapter ». Et l'article, c'était sur Autran-Méaudre, qui essayait justement de changer son modèle touristique, parce que c'est une commune qui est en train de s'endetter avec la pratique du ski, et du coup l'impératif de la transition économique, enfin de la transition touristique, ça devient un impératif économique, du fait tout simplement que les conditions naturelles ne sont pas là. Mais il n'y a pas que le Dauphiné libéré qui parle de transition des territoires de montagne, c'est aussi tous les médias nationaux qui s'y mettent. On va retrouver à la fois, on va dire, je vous ai mis de France 24 à France Culture. Hier, je faisais un article pour La Croix, demain je vais au Figaro. Cette semaine, Montaigne Wilderness, on est contacté à peu près pour 3-4 interviews par jour sur la question de la transition du tourisme en montagne. Pourquoi? Parce qu'à la fois, ces stations, cette question de la transition économique, c'est pas qu'une question de montagnard. C'est une question qui intéresse toute la société parce que la transition des stations, on pourrait dire que c'est le reflet de la transition d'un modèle type de l'Anthropocène. Ça, c'est deux chercheurs de Clermont-Ferrand qui l'utilisent, ce terme. C'est Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, qui disent en effet les stations, ce sont des organisations types de l'Anthropocène parce qu'elles vivent grâce à une seule ressource. Cette ressource, c'est la neige. C'est une ressource qu'on croyait renouvelable, éternelle, et malheureusement, les effets du dérèglement climatique nous montrent bien que cette ressource n'est pas renouvelable, et que cette hausse des températures moyennes, qui est difficilement perceptible à l'œil nu, et difficilement perceptible quand on a un quotidien en ville, même si on peut vivre des épisodes de forte chaleur, quand on est en montagne, cette hausse des températures moyennes, elle se traduit très concrètement par le fait que quand on est à 1200 mètres d'altitude, en termes d'habitat, ce qui est mon cas, il y a 10 ans, les hivers c'était de la neige et en grosse quantité. Maintenant, les hivers c'est beaucoup de pluie et un tout petit peu de neige. Et du coup, la neige, c'est vraiment elle est assez magique, pour ça elle est révélatrice des effets du dérèglement climatique, de ce dixième de degré qui change, qu'il ne faut absolument pas faire augmenter, mais qui lui va très concrètement être visible par la limite pluie-neige. Et donc cette ressource qu'on croyait renouvelable, la neige, elle nous a permis de développer un modèle touristique, un modèle économique, qui, vous le savez, est apparu à peu près dans les années, s'est massifié dans les années 60 avec le plan neige, et qui a permis de nombreux changements qu'on peut qualifier en partie positifs pour certains territoires, avec à la fois une économie qui est rentable, c'est très rentable le ski à partir du moment où il y a de l'immobilier associé, et ça a permis aussi à des personnes de s'installer sur des territoires, de développer une économie, de pouvoir y vivre, de développer des services, etc. Bien évidemment, cette histoire elle a aussi des impacts environnementaux, et c'est pour ça qu'en Montaigne Wilderness, on a travaillé depuis toutes ces années à la fois à limiter l'extension des domaines skiables pour éviter l'artificialisation et l'impact sur les milieux naturels. Mais organisation type de l'Anthropocène, justement, parce que contrairement à l'aviation ou à nos voitures, là, oui, dès aujourd'hui, des stations sont en train de fermer parce que leur principale ressource est amenée à manquer, la neige. Donc c'est pour ça qu'on en parle à la fois beaucoup, énormément.
Aussi, peut-être, parce que ces stations, elles rapportent beaucoup d'argent sur certains territoires. Généralement, quand on pense économie de la montagne, on pense économie du ski. C'est pas tout à fait vrai. Pour certains territoires, le ski a un rôle prépondérant. On peut penser à la Tarentaise, par exemple. Si vous pensez aux Arcs, si vous pensez à Courchevel, Méribel, à toute la vallée de la Tarentaise, évidemment, le ski a un poids prépondérant. Mais 50% du chiffre d'affaires des stations au niveau national se joue en Tarentaise. Et la Tarentaise, c'est pas toute la montagne. Et l'économie de la montagne, c'est pas que l'économie du ski. Et c'est surtout pas que l'économie touristique. Si on change de massif, par exemple, si on va dans les Pyrénées, l'économie touristique, c'est 13% des emplois. Et sur ces 13% des emplois, 10% sont liés au ski. Autant vous dire que oui, le ski, ça compte dans les Pyrénées, mais ce n'est pas l'économie du territoire. Ce qui fait l'économie du territoire, c'est d'autres formes de tourisme. C'est de l'agriculture, c'est du pastoralisme, c'est de l'artisanat, c'est des services à la personne, c'est des commerces de proximité. Bref, c'est aussi de l'industrie, de la petite industrie. C'est des services publics, ça compte les services publics. C'est toutes ces activités qui font l'économie de la montagne. Mais pour autant, quand on parle de transition de la montagne, on pense beaucoup transition touristique et on pense beaucoup à cette question-là. Donc, un poids économique qui est important, qu'il ne faut surtout pas nier, qu'il faut accompagner, parce que derrière les enjeux économiques, c'est des enjeux d'emploi, donc c'est des enjeux humains. Et c'est pour ça que la transition écologique en montagne et en station, c'est une question écologique, mais c'est avant tout une transition, c'est une question socio-économique. Mais il ne faudrait pas résumer l'économie de la montagne à l'économie du ski. Et ça, c'est un petit problème de raccourci. Mais ça n'empêche qu'actuellement, on a du mal à l'activer, cette transition économique de nos territoires de montagne, pour celles et ceux qui ont des stations. À la fois en haute montagne, on peut penser à des stations qui se portent bien, mais parce que leur domaine est en altitude, mais qui essayent au mieux de sécuriser quand même leur activité. Vous pouvez penser aux Deux Alpes, qui ont quand même fait un projet, là, le Jambry 3S, à 148 millions d'euros. Donc je pense que vous en avez peut-être entendu parler. En effet, on monte plus vite sur le domaine skiable, mais ce n'est pas sans coûts environnementaux, sans coûts économiques, et on peut clairement questionner le rapport à la montagne de ce type d'infrastructure. Et puis, cette maladaptation, on la voit de plus en plus sur l'ensemble de nos territoires de montagne, et notamment sur, on va dire, les premiers concernés sont les territoires de moyenne montagne, où on se dit, mais finalement, après le ski, on fait quoi? Si on n'a pas d'autre perspective, on essaye de continuer. Et là, la maladaptation, c'est à la fois des retenues collinaires, pour essayer de continuer à capter l'eau qui permettront d'alimenter des canons à neige. Il faut se dire que certains domaines skiables, 80% de leur domaine skiable est équipé en canons à neige. C'est dingue, c'est fond-remeux dans les Pyrénées. 80%. Est-ce qu'on a envie de skier sur de la neige, enfin sur des pistes où à 80% c'est de la neige artificielle? À quel point cela, ça fait encore sens? On peut véritablement se la poser cette question. Parce que si on skie en montagne, c'est à la fois parce qu'on a de la pente, mais c'est aussi parce qu'on a de la neige naturelle. Et à un moment, est-ce qu'on a besoin de reproduire artificiellement ce que la nature ne peut plus nous offrir? Il y a quand même un peu une question de sens derrière toutes ces questions de transition. C'est pas juste une question d'économie. Et ça, je pense qu'il faut véritablement qu'on le mette dans le débat public. Et puis, on arrive à certaines aberrations. Là, c'est le glacier de Zermatt, où en effet, pour une épreuve de sport, on se retrouve à mettre une pelleteuse sur un glacier. Bon, là, le rapport sensible, le rapport respectueux aux écosystèmes naturels, clairement, il n'y est pas. Donc, oui, on a un défi qui est d'accélérer la transition économique de nos territoires, la transition sociale, pour éviter qu'il y ait des impacts humains. Mais surtout, il y a un vrai défi qui est de stopper la maladaptation, parce que sinon, c'est comme si on avait une très grosse plaie qui était bien ouverte, où on essaye chaque année de mettre un pansement, mais la plaie, elle continue de s'agrandir. Donc, gros défi. Donc, quand on parle de transition des territoires de montagne, on devrait réussir à aller au-delà de l'après-ski. Aller au-delà de cette question de est-ce qu'on va avoir la neige là pour les vacances de février, est-ce qu'on va pouvoir skier, est-ce que mon domaine skiable, je vais pouvoir l'ouvrir l'hiver prochain. Ces questions, elles comptent, mais il faut véritablement aller au-delà du sujet. À la fois parce que les territoires de montagne, ils sont des sentinelles des effets du dérèglement climatique en cours. Ça, je pense qu'ici, on n'a plus besoin de le rappeler, mais je le fais quand même.
avec les glaciers. 80% des glaciers mondiaux pourraient disparaître d'ici 2100 si le réchauffement atteint 4 degrés. Des glaciers qui disparaissent, c'est à la fois nos géants de glace qui sont en train de disparaître, des choses qui étaient là depuis des centaines de milliers d'années qui peuvent disparaître à l'échelle d'une vie humaine. C'est tout sauf rien, c'est alarmant et ça devrait quand même encourager une mobilisation très forte pour se dire ok, il y a peut-être un problème parce que la principale cause de disparition de ces glaciers c'est quand même nos émissions de gaz à effet de serre, donc ça devrait peut-être nous secouer. Mais ces glaciers, ils ont aussi un rôle majeur pour nos vies au quotidien, et on pense bien évidemment au rôle sur le cycle de l'eau, parce que ces glaciers nous permettent d'alimenter l'eau de nos rivières, de nos fleuves, et du coup de pouvoir faire fonctionner nos turbines pour avoir de l'hydroélectricité, d'avoir de l'eau dans nos agricultures, pouvoir avoir des réserves d'eau à l'année, etc. Et si on regarde un peu ce qui se passe à l'échelle internationale, si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe au Pakistan, on se rend bien compte que la disparition des glaciers, elle impacte directement la vie des populations. Donc c'est loin d'être un fait qu'il suffit de cliquer, zapper et de se dire il faut regarder cela de tout près, sachant qu'en plus 2025, c'est l'année internationale de préservation des glaciers, donc je pense qu'on va pouvoir se mobiliser sur la question aujourd'hui. Les montagnes, elles sonnent aussi la sonnette d'alarme à plusieurs titres. On pense bien évidemment aux écosystèmes montagnards qui, on le voit, sont très fortement impactés. Je vous ai mis quelques photos, mais on aurait pu en mettre plus. À la fois de vrais enjeux autour de l'élevage, avec des prairies qui sont asséchées, des questions sur la ressource en eau. Jusqu'ici, en montagne, on se sentait préservé des questions de pénurie et de manque d'eau. La semaine dernière, j'étais dans les Pyrénées-Orientales. Vous vous souvenez sûrement que dans les Pyrénées-Orientales, l'an dernier, on ouvrait le robinet, il n'y avait pas d'eau. Donc ils avaient eu des approvisionnements en eau potable par des camions-citernes. Et là, depuis, ils font de gros travail pour essayer de réduire la consommation en ressources en eau. Mais paradoxalement, sur son même territoire, on se retrouve avec des stations comme Font-Romeu, avec 80% d'enneigement artificiel. Donc l'équation, elle est quand même pas facile. On pense bien évidemment aussi au risque incendie. Donc cette photo, si vous la reconnaissez, on est sur le massif de la Chartreuse. Donc ça date un peu, c'était au début des années 2000. Mais ces incendies, pareil, en montagne, on pensait que c'était pas amené à se déployer. Malheureusement, c'est des choses qui s'intensifient. Et puis, les écosystèmes montagnards, bien évidemment, c'est des humains, mais c'est aussi les non-humains, avec les principaux concernés, qui sont aussi la faune et la flore de ces milieux, qui, eux, ce sont leurs habitats qui disparaissent. Donc, clairement, eux, ils sont en première ligne de ces effets du dérèglement climatique. Et pour finir un peu le tableau qui est pas sombre, mais qui est lucide et réaliste à avoir en tête sur ces défis de la montagne, c'est de se dire, mais à la fois, en plus, dans ces territoires de montagne qui sont déjà des territoires de risque, on le sait, quand on pratique la montagne, on sait que la montagne, elle est dangereuse, qu'elle peut être risquée, tout du moins qu'on peut avoir des pratiques à risque. On sait aussi que c'est des territoires où, justement, les risques naturels sont multiples. Malheureusement, là, avec les effets du dérèglement climatique, ces risques naturels, ils sont en train de se démultiplier et s'intensifier avec une force incroyable. On peut penser bien évidemment au hameau de la Bérarde. Tout le monde connaît le hameau de la Bérarde ? Ouais. Donc, qui a été ravagé en ce début d'été, et où là il y a encore de gros débats sur est-ce qu'on va pouvoir retourner à la Bérarde ou pas, est-ce qu'on doit continuer à investir dans des routes départementales si ces routes elles sont amenées à être détruites à chaque fois qu'il y a un éboulement, est-ce qu'on doit emmener des visiteurs s'il y a des risques pour leur sécurité, bref, est-ce qu'on peut continuer à habiter, alors il n'y a pas d'habitants permanents à la Bérarde, mais il y a des résidents, il y a des gens qui travaillent, bien évidemment. Est-ce qu'on doit continuer toutes ces activités ou est-ce que cela est trop risqué? Donc vous voyez que l'événement de la Bérarde, il est tout sauf anecdotique. Déjà, il fait mal, mais en plus, il pose une question fondamentale sur nos politiques de la montagne, c'est-à-dire que est-ce que l'enjeu du 21e siècle, c'est encore de chercher à rendre la montagne attractive ou c'est de discuter de son habitabilité? Et là, je vous invite vraiment à lire les travaux de Philippe Bourdeau, que vous connaissez sûrement, qui a très bien posé cette question. Et je pense en effet, c'est là où on doit maintenant mettre notre attention, c'est comment ces territoires de montagne puissent être habitables et vivables au regard des nouveaux défis face à nous.
Et puis enfin, les éboulements. Je pense que vous avez en tête les éboulements qui ont sur des axes routiers parce que la Tarentaise a été fermée là, c'est quelques jours. Mais c'est aussi des éboulements en haute montagne. Par exemple, dans le massif du Mont Blanc, il y a 15 jours, il y a eu un éboulement en plein hiver. Donc, chose qui est clairement un témoignage des effets du dérèglement climatique. Et pour cela, je vous invite à regarder les travaux de Ludovic Ravanel, qui est vraiment très pointu sur toutes ces questions-là dans le massif du Mont Blanc. Donc on a des défis qui sont vraiment spécifiques aux territoires de montagne, et des défis qui sont grands, et en effet ces territoires de montagne ils nous appellent peut-être à être lucides sur à la fois les menaces qu'il y a dans ces territoires, mais peut-être aussi les menaces qui pèsent sur notre société. Ils ont aussi des défis qui est la question de l'habitabilité de ces territoires de montagne, on en a parlé, qui est de se dire comment on fait demain pour se déplacer en montagne sans voiture. On s'est dit c'est pas facile, comment on prend les transports en commun. Moi je vis à 1200 mètres d'altitude, je suis sportive, donc du coup je me suis acheté un vélo électrique, donc je fais les allers-retours en vélo électrique. Bon, ma voisine qui a plus de 70 ans, elle va pas faire les allers-retours en vélo électrique tout le temps. Très bien pour celles et ceux qui peuvent le faire, je vous encourage vraiment à le faire parce que ça fait plus que du bien, mais on a quand même un enjeu de service public dans nos territoires de montagne qui se pose. Ça veut dire quoi vivre demain en montagne sans énergie fossile? C'est compliqué. Sans voiture fossile. Là, c'est un défi qui est majeur, mais majeur, parce qu'on a toutes les contraintes de la ruralité en termes de mobilité, et en plus, on a les contraintes de la pente. Et cette question de la mobilité en montagne, aujourd'hui, elle n'est pas prise à bras-le-corps. Parce que quand on parle de transition des territoires de montagne, aujourd'hui, on ne parle pas de transition de la mobilité. Ou sinon, on parle de navette électrique pour les JO, et on en parlera tout à l'heure. Ce qui me semble quand même insuffisant. Il y a un autre défi, c'est comment on se loge demain en montagne, à la fois parce que vous le savez, l'accès au foncier devient très compliqué, le mètre carré en montagne s'envole. Là, c'est la vallée de Chamonix. À Chamonix, ça coûte plus cher d'acheter à Chamonix qu'à Paris. À la fois parce que ce sont des territoires qui sont très attractifs, et du coup, on a encore des ambitions de projets immobiliers sur ces territoires. Alors qu'il y a quand même une petite incohérence avec des objectifs de zéro artificialisation nette qui devraient plutôt nous inviter à ménager ces territoires et à les préserver. Donc, un vrai défi. Si on veut que la montagne elle soit habitée demain à l'année, comment on fait pour que cette montagne puisse être accessible à la fois à l'achat, à la location aussi. Il faut se dire que dans certains territoires, les socioprofessionnels n'arrivent pas à louer. Je prends l'exemple des Hautes-Alpes. Dans le Briançonnais, il y a près de 90% des logements qui sont des résidences secondaires. Bon, vous tenez une activité d'artisanat, un commerce, c'est compliqué de vous loger. Et donc, là-dessus, d'ailleurs, il y a un très bon podcast de la série documentaire sur la gentrification en milieu montagnard qui décrit ce sujet. Et ce qui se passe dans les Hautes-Alpes, on le voit aussi se reproduire dans d'autres territoires de montagne. Habiter demain en montagne, c'est peut-être aussi repenser l'habitat. Parce que, on le sait, du fait de l'héritage de notre histoire montagnarde, on a plutôt des grandes bâtisses en montagne. Et ces grandes bâtisses, elles ne sont peut-être pas adaptées à l'habitat de demain. Si on prend on va dire les ordres de grandeur à l'échelle internationale, on considère que si on veut que tout le monde ait un toit sur sa tête à l'échelle internationale, il faudrait respecter un certain nombre de mètres carrés. Est-ce que vous le savez? À peu près, en grandeur. Par personne. Au moins, vous pourrez tous faire le test après sur est-ce que je respecte les limites planétaires. Non? Pas d'idée? C'est entre 30 et 35 mètres carrés par personne. Donc là, vous pouvez regarder si vous êtes en coloc, en individuel, la taille de votre maison. Ça, on va dire, c'est la moyenne si on veut s'assurer qu'à l'échelle internationale, tout le monde ait un toit sur sa tête et puisse vivre dignement. Bon, actuellement, en France, on explose ces 30 à 35 mètres carrés par personne. En parallèle, si on va en Inde, eux, ils vont vivre à 8 personnes en 15-20 mètres carrés. Donc, on a un petit souci à ce niveau-là. Et en montagne, on a un défi, en effet, qui est de repenser l'habitat. Parce qu'à la fois, c'est un fait, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à vivre en montagne, et en même temps, on a soit des habitats qui sont des résidences secondaires, soit on a des habitats qui sont des fois un peu trop grands. Et du coup, comment on repense l'habitat en montagne de demain?
qui ne soient pas, j'ai envie de dire, des gros immeubles moches de 35 mètres carrés mais où on casse tout le monde, mais un habitat qui soit adapté dans son milieu, qui respecte les limites naturelles de son milieu, la question de la ressource en eau, etc., et qui permette de bien vivre. Ça, c'est un défi. C'est un défi qu'on doit se poser à l'échelle de la société, mais aussi en montagne. Et puis enfin, un autre défi, c'est quand même la question de la résilience alimentaire, parce qu'on l'a vu, à la fois ce qui fait en grosse partie l'agriculture de montagne, c'est-à-dire le pastoralisme, est quand même en première ligne des effets du dérèglement climatique. Et en plus, au-delà du pastoralisme, on a aussi un défi, c'est de diversifier notre production alimentaire en montagne. Si on pense à un monde post-carbone demain, il faut pouvoir réduire nos distances d'approvisionnement. Aujourd'hui, en montagne, la question alimentaire, on n'y est pas. À la fois parce que c'est compliqué de produire du maraîchage en montagne, par exemple, mais c'est pas impossible. Et donc ça, c'est un défi sur lequel il semblerait intéressant de travailler. Ça, c'est un peu le panel de tous les défis qui me semblent importants à avoir en tête en montagne. Et au regard de ces défis, moi, je me suis mise à réagir avec l'association sur un autre défi que se sont lancés les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est d'accueillir les Jeux d'hiver en 2030. Pourquoi ? Parce que je pense que ces Jeux d'hiver, donc prévus à l'échelle vraiment de ces deux grandes régions, vont à l'encontre de tout ça. Ils ne permettent pas de penser les transitions vitales pour nos territoires de montagne. Ce n'est pas du tout le cas. Ces Jeux d'hiver, ils risquent au contraire de freiner toutes ces transitions. Et donc, je vais essayer de vous faire le lien avec un livre que j'ai sorti en novembre, qui s'appelle « Réinventons la montagne, Alpes 2030, un autre imaginaire est possible ». Je vois juste un vidéo. C'est que, pourquoi une association comme Montagne Wilderness s'intéresse aux Jeux d'hiver ? À la fois, on peut se dire, parce que ces Jeux d'hiver, c'est un événement sportif de grande ampleur qui va impacter les écosystèmes montagnards. Oui, clairement. Ces Jeux d'hiver, ils vont être polluants. Ce sont des émissions de gaz à effet de serre du fait que ce soit un grand événement international. Ils vont avoir des impacts en termes de mobilité. On le sait, en 5 ans, ce n'est pas possible de permettre des Jeux d'hiver avec une mobilité décarbonée. On n'aura pas les lignes de train qui fonctionneront. Au mieux, on aura des navettes, en effet, à hydrogène ou électrique. Mais il faut savoir que, par exemple, lors des Jeux d'Albertville, les Jeux d'Albertville ont surtout été un accélérateur des infrastructures routières. Et puis, le peu de navettes qu'il y a eu durant ces Jeux, elles ont fonctionné durant les Jeux, elles ont bien fonctionné d'ailleurs, ce qui montrait l'intérêt quand même d'avoir des navettes, mais elles se sont arrêtées juste après. Parce qu'on a considéré qu'ensuite c'était une dépense. Donc l'héritage pour le territoire quand même était limité. Donc des impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, des impacts en termes, on va dire, de mobilité, des impacts en termes d'aménagement, parce qu'on entend que ces Jeux d'hiver, ils seraient sobres et aussi qu'ils utiliseraient les installations existantes. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Parce que ces installations existantes, il va falloir les retaper. Si on pense par exemple à la piste de bobsleigh, où là il y a des gros sujets en ce moment dans l'actualité. Et puis surtout, quand on parle d'infrastructures en montagne autour des Jeux, c'est pas juste les infrastructures sportives qui nous intéressent, c'est bien de savoir comment on va accueillir à la fois les athlètes, les membres du CIO, la presse, les touristes, etc., sur ces territoires. Et là, au regard des exigences du CIO, eh bien, il va falloir construire des nouvelles infrastructures immobilières. Et donc, alors qu'on est dans des territoires où on a besoin de limiter l'artificialisation, de rendre le logement accessible, en fait, d'arrêter de continuer cette politique de toujours plus de construction, ces Jeux d'hiver amènent à plus d'immobilier. Si on prend aussi... donc vous voyez, là, la liste, elle est longue quand même sur les impacts directs de ces Jeux. Et donc, rien que pour cela, on pourrait se dire que ce n'est pas une bonne idée d'organiser les Jeux d'hiver. Mais en plus de ça, il y a quand même un problème culturel qui est majeur autour des Jeux d'hiver. C'est de se dire, au regard de tous les défis qu'on a vus, et notamment de celui-ci, donc celui-ci, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, c'est Champs-Rousse, photo de l'an dernier. Ça ne donne pas très envie d'aller skier à Champs-Rousse. Alors qu'on est face à cette situation, ces Jeux d'hiver, ils ont un pouvoir culturel qui est de continuer à faire rêver autour du ski. C'est continuer à faire rêver autour de la glisse.
Et ça, c'est problématique. Parce que les Jeux d'hiver, c'est bien plus qu'un événement international de 2 semaines dans les Alpes en 2030. C'est véritablement une locomotive d'une vision de la montagne. Et ça a été le cas quand on a accueilli les Jeux d'hiver à Grenoble, quand on les a accueillis à Albertville, c'est qu'ils ont été structurants pour les politiques montagne. Ils ont été une rampe de lancement pour la politique des sports d'hiver. Et à cette époque, on pouvait le questionner au regard des impacts environnementaux, etc. Mais on avait encore la neige qui tombait, et on était surtout dans cette logique d'attractivité des territoires de montagne. En 2030, on est en train de dire que l'enjeu c'est la transition, que c'est l'habitabilité, que c'est penser l'après-ski et même au-delà, et pour autant on va mettre 3 milliards sur les Jeux d'hiver. Et ça, c'est pas compréhensible. C'est à la fois pas lucide au regard des défis, mais c'est même pas responsable, parce qu'en fait c'est appauvrir la montagne, clairement. C'est limiter la montagne à une vision des sports d'hiver, alors que là, on est à une période où les montagnes, elles ont besoin qu'on parle d'elles sous d'autres dimensions. Qu'on parle à la fois des défis qu'on a identifiés et qu'on a soulevés tout à l'heure, mais aussi qu'on parle de toutes les opportunités. Et le risque, c'est que ces Jeux d'hiver, ils étouffent tout ça. Et c'est pour ça qu'on se mobilise. Et donc, moi, j'ai écrit un petit bouquin où je me suis dit, la transition des territoires de montagne, on a du mal à en parler parce qu'on a du mal à la rendre visible. On a du mal à se projeter en 2030. Alors on a du mal en montagne, mais globalement on a du mal en ce moment dans la société à se projeter en 2030. Et c'est assez compréhensible quand même vu ce qui se passe un peu en termes d'actualité, de problématiques qui nous tombent dessus. C'est difficile de se projeter en 2030. Et donc moi j'ai essayé d'écrire 3 scénarios où on est en 2030 dans les Alpes, mais pas que, dans les montagnes françaises, et on essaye de se dire, mais finalement, selon les choix qu'on peut faire dès aujourd'hui, ça veut dire quoi vivre demain en montagne ? Je vais vous les présenter rapidement. Le premier chapitre, lui, je l'ai appelé... Hop, je vais essayer de retrouver mon sommaire. Je l'ai appelé « Les Jeux de la dernière chance ». Et cette phrase, elle n'est pas venue de moi, elle est venue du vice-président au sport de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a dit lors d'une réunion à Sciences Po Aix, oui, on assume totalement faire les Jeux de la dernière chance. C'est la dernière fois qu'on pourra les accueillir, donc il faut fêter le fait que ce soit la dernière fois. Bon, moi je trouve que c'est mieux de fêter de nouvelles perspectives que des anciennes perspectives. C'est pour ça que je me suis permise de reprendre ses propos. Et je me suis dit, le problème de ces Jeux de la dernière chance, c'est qu'en effet, ils risquent de nous enfermer dans une vision de la montagne qui est celle de la montagne consumériste. Finalement, c'est une montagne, c'est une approche de la montagne où on cherche à la rendre de plus en plus attractive, quel qu'en soit le coût. Quel que soit le coût environnemental, on peut repenser à ça, mais aussi quel que soit le coût social, le coût économique. Et finalement, c'est une montée en gamme de nos territoires qui nous déracine même de ces territoires. Et je prends des exemples comme le fait que, on va essayer d'aller chercher des hôtels de plus en plus 5 étoiles dans nos territoires, monter en gamme, essayer d'aller chercher une clientèle de toujours plus fortunée, une clientèle de plus en plus internationale. Mais finalement, qu'on soit à Courchevel, à Méribel, dans les Pyrénées ou dans Beldon, on est assez déconnecté de notre milieu naturel. Et c'est aussi une vision de la montagne dans laquelle la montagne n'est qu'un paysage. Et parce qu'en effet, c'est un paysage qu'on peut vendre, mais c'est plus un milieu sensible qu'on doit respecter. Donc, pour moi, ça, c'est véritablement le scénario qu'on est un peu en train de prendre de la part notamment de certaines décisions politiques qui consistent à dire une montagne aménagée, c'est une montagne vivante. Je pense qu'il faut aménager la montagne, mais il faut aussi l'aménager. Et qu'à vouloir essayer de s'enfermer dans un modèle économique qui, on le sait, n'est plus viable, on risque plutôt de freiner des transitions, elles, qui sont vitales. Dans le deuxième chapitre, je l'ai appelé « Les jeux sont joués ». C'est un scénario où les jeux d'hiver n'ont pas lieu. Non pas parce que les montagnes Wilderness ça fait un super travail et les jeux d'hiver n'ont pas lieu, non pas parce qu'il y a une vraie prise de conscience politique, mais tout simplement parce que les jeux ne méritent pas d'être joués. Et c'est un scénario que j'espère on ne verra pas advenir, mais qui est tout à fait possible. C'est le scénario où on reste sur cette trajectoire de plus 4 degrés.
Donc clairement, à l'échelle internationale et à l'échelle locale, on ne prend pas les virages qui sont nécessaires en matière de transition écologique. On ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, on ne change pas nos comportements. Alors pas plus 4 degrés d'ici 2030, mais cette courbe est plus 4 degrés. Et dans ce scénario, j'essaie d'aborder les vraies questions de la montagne. Et les vraies questions de la montagne, les vrais défis, c'est un peu ceux qu'on a abordés tout à l'heure, c'est ceux de l'eau, de la mobilité, de la décarbonation, de la question des glaciers, la question des risques, bref, la question de l'agriculture de demain. Tous ces sujets qui, si on ne les prend pas à bras-le-corps, vont être véritablement compliqués, mais que ces jeux pourraient potentiellement étouffer. Donc, dans ce second chapitre, j'essaie plutôt de parler de montagne. Et enfin, c'est peut-être là où je vais mettre le plus de présentation, parce que je pense que c'est celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est le troisième chapitre, je l'ai appelé « À nous de jouer ». Parce que dans ce chapitre, les jeux d'hiver ont lieu, mais ces jeux d'hiver, ils n'embarquent pas grand monde, parce que l'énergie, elle est ailleurs. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. Dans ce troisième scénario, alors on pourrait dire, certains diront c'est celui de l'utopie, moi je parle d'utopie réaliste, c'est celui où les transitions sont possibles parce qu'elles sont accompagnées. C'est celui dans lequel on se base sur toutes les initiatives citoyennes, entrepreneuriales, politiques, publiques, qui sont déjà à l'œuvre en 2025, mais qui sont un peu, qui battent un peu de l'aile, faute d'accompagnement. Finalement, c'est un peu le scénario, si les milliards d'euros, on ne les mettait pas sur les JO, mais on les mettait sur toutes celles et ceux qui font déjà vivre les territoires de montagne dans le respect des limites planétaires et des écosystèmes naturels, peut-être que ce serait bien de vivre en montagne demain. Ce ne serait pas forcément simple, parce que des défis, on en aura. Les glaciers, ils ne vont pas réapparaître du jour au lendemain demain. Mais par contre, une autre vie est bien évidemment possible en montagne, une autre économie. Et donc, dans ce scénario-là, j'essaie plutôt d'aborder les pistes d'avenir, des pistes concrètes. À la fois en essayant de réinventer les jeux, parce que ça me semble important de se dire on peut continuer à faire la fête, on peut continuer à se retrouver autour des valeurs du sport, autour des valeurs du collectif, de la culture, mais peut-être qu'on peut se permettre de réinventer les jeux. Parce que je trouve que l'argument de « il vaut mieux faire les jeux dans les Alpes que les faire à Pékin », oui, bon, bien sûr, on est d'accord. Mais après, est-ce que c'est pas mieux peut-être de penser mieux que du moins pire? Est-ce qu'on peut pas essayer de repenser en 2030 les jeux pour pas en faire une grande fête hors sol, finalement, où on privatise les bénéfices et où on socialise les dettes? Et c'est surtout, dans ce chapitre, essayer de repenser la montagne de demain. Réinventer la montagne de demain, c'est pas repartir d'une page blanche. C'est en effet appuyer toutes celles et ceux qui font déjà bouger les lignes. Et là, il y en a plein des acteurs qui portent des initiatives intéressantes. On peut penser à des acteurs autour de l'artisanat, autour de l'écotourisme, qui essayent de penser une mobilité douce, des gens qui essaient de s'installer à l'année en montagne dans des territoires où c'est parfois compliqué pour produire, etc., etc. Mais ces acteurs, eux, généralement, ils sont peu soutenus par les finances publiques, alors que ces stations de moyenne et haute altitude sont parfois soutenues jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires par de l'argent public pour concourir à la maladaptation. Eux, ils sont peu soutenus par les finances publiques et surtout, des fois, ils se sentent un peu seuls. Parce qu'en effet, pour eux, ils ne sont pas la vision de la montagne. C'est pas la vraie montagne. Si la vraie montagne, ça doit être les sports d'hiver. Et donc, finalement, il est peut-être là le nouvel imaginaire de la montagne. Le nouvel imaginaire de la montagne, c'est pas on repart d'une page blanche, on a tout à reconstruire. C'est peut-être mettre la lumière sur celles et ceux qui en ont besoin, parce que eux, ils font déjà demain. Et pour finir, je me suis dit, parce que je suis peut-être un peu long, quand on parle de transition, on entend souvent, mais vous manquez de concret. C'est quoi la solution? Pour ma station, qui est dépendant aujourd'hui, je ne sais pas, à 80, le territoire de ma station à 80% de l'économie du ski, c'est quoi la solution? Quel est le territoire inspirant? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on attend un peu la recette magique. On attend cette petite solution magique qui viendrait demain et qu'on viendrait... je ne sais pas qui va nous l'amener, mais certains l'attendent. Et nous, chez Montagne Wilderness, on se dit, mais non, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas dire, il faut quitter le point A, mais on ne va jamais atteindre le point B, parce que cette solution magique, on ne l'aura jamais, alors que des énergies citoyennes, entrepreneuriales, publiques, politiques, on en a plein. Donc on a décidé de lancer une grande consultation citoyenne au niveau national, à laquelle vous pouvez participer. Je vous ai ramené le QR code que vous pourrez scanner.
on pose une question toute simple, mais vraiment hyper simple. Et d'ailleurs, vous pouvez répondre qu'avec 140 caractères. Bon, après, vous pouvez faire plein de réponses. C'est quelles sont vos idées pour protéger et faire vivre les montagnes en 2030 ? Cette question, elle est hyper simple, mais elle me paraît juste fondamentale. C'est celle qu'on devrait se poser. En fait, c'est cette question-là dont on devrait débattre partout. Il faut rappeler quand même que pour les Jeux d'hiver, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de débat. Donc concrètement, on ne se pose pas la question de comment on vit demain en montagne. Or, cette question, elle est fondamentale. Et on a lancé cette consultation citoyenne. Alors, les chiffres ne sont pas à jour parce que j'ai fait l'extrait il y a quelques jours. Donc, on l'a lancé le 27 janvier, on est le 10 février. À aujourd'hui, on a explosé, on est plus du tout à 100 000, je crois qu'on est à presque 100 000. Il faut vérifier, je ne veux pas donner des chiffres bidons, après on va dire que je ne suis pas sérieuse. Mais on a clairement dépassé les 100 000 votes et on est, je crois, à plus de 900 propositions. D'après make.org, qui est la plateforme qui nous accompagne dans cette consultation, c'est la deuxième meilleure consultation lancée au niveau national. Et ils en ont quand même fait, un petit paquet. La première consultation, c'était la place de la science dans le devenir de la société. Vrai sujet, CNRS. Là, c'est celle sur l'avenir des territoires de montagne. C'est pas du tout anecdotique ce qui se joue là. C'est pas qu'on est bon en com, Montagne Wilderness, on a une petite asso, vous voyez, on a que 9 salariés. Par contre, c'est que le sujet montagne, il intéresse énormément. Et l'avenir de nos territoires de montagne, il intéresse énormément les montagnards. Et c'est pour ça qu'avec l'association, on va lancer dans tous les massifs qui le souhaitent des débats dans les territoires sur qu'est-ce qu'on veut pour 2030 et surtout comment on s'y prend, parce que c'est aussi ça l'essentiel, et dans le concret. Mais ça interroge toute la société. Parce qu'en fait, si on réussit le pari d'être bon en transition dans nos territoires de montagne, peut-être qu'on pourra véritablement rayonner au-delà. Parce que la montagne, ça a toujours été... un phare, on pourrait dire, la phare, ça fait penser au milieu marin, donc il faudrait que je trouve une meilleure métaphore, mais c'est au sommet, on les a toujours regardés. Qu'on habite à Aubervilliers ou dans le Pas-de-Calais, on va regarder ce qui se passe dans les territoires de montagne. Parce que les territoires de montagne nous émerveillent, parce que les territoires de montagne ils peuvent être profondément inspirants. Et du coup, je pense que là, on a un sacré défi devant nous, qui est en effet de ne pas s'enfermer dans un imaginaire du passé, mais de mettre toute notre énergie pour repenser une montagne qui soit vivante, inspirante et préservée. Merci pour votre attention.